Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 137. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va clore notre série 3 de 3 des Instagram Live que j'avais fait il y a quelques semaines sur mon profil et qui discutent de l'état du coaching business actuel, de ma vision aussi de dans quelle direction ça s'en va et comment aller bénéficier au maximum d'un accompagnement de coaching, surtout travail en coaching entrepreneurial. Naturellement, c'est ma vision au fur et à mesure que j'ai développé cette expertise-là, la méthodologie que j'adopte, que je me suis formée aussi auprès de différentes personnes, que j'ai fait certaines certifications aussi au fur et à mesure et que j'ai travaillé en proximité avec des centaines d'entrepreneurs que j'ai amenés à découvrir leur propre intelligence entrepreneuriale. Puis moi, j'aime beaucoup parler d'intelligence entrepreneuriale parce que pour moi, l'intelligence, tout le monde en a. On a différents types d'intelligence. Et puis, il y a certains savoir-être et il y a certaines aptitudes qui sont propres à le rôle ou la situation de l'entrepreneur. Puis je pense que c'est pas nécessairement des aptitudes qu'on a appris à l'école ou qu'on peut apprendre dans un contexte académique. Mais ça, c'est pour une autre discussion. Je pense que j'avais déjà fait un épisode de podcast sur les formations en entrepreneuriat puis qu'est-ce que j'en pensais réellement. Et dans le fond, dans cet épisode-ci, on va clore un peu la série, puis je parle beaucoup plus spécifiquement d'empowerment entrepreneurial et donc ces fameuses aptitudes clés à développer. Et je parle aussi de comment je vois la chose que, selon moi, on n'est pas non plus obligé d'avoir un coach pour développer ces aptitudes-là, mais c'est sûr que c'est, selon moi aussi, des choses qui devraient être travaillées quand on travaille en collaboration avec un coach. Donc, c'est intéressant aussi cette réflexion parce que ça va beaucoup dans la direction de la philosophie entrepreneuriale que je défends et qui fait partie de mes programmes. Ça faisait partie de Money Brand beaucoup. On avait beaucoup développé ça avec les clientes et ça fait énormément partie du nouveau programme que je suis en train de créer et qui va être beaucoup axé à la création de systèmes, d'entreprises, de processus, de façons d'être, de façons de faire qui sont non oppressives au niveau entrepreneurial. Parce que la réalité, c'est qu'on vit dans des situations économiques, des situations sociales qui amènent beaucoup de pression dans nos vies, dans notre quotidien. Puis ça peut être des pressions systémiques, mais c'est parfois même des pressions individuelles, des pressions traumatiques qui viennent du passé. Et le problème, c'est quand on répète ces pressions-là à l'intérieur de l'entreprise sans avoir d'échappatoire pour laisser sortir dans le fond de cette pression-là. Donc, comment est-ce qu'on crée des systèmes qui vont pouvoir se régulariser, des systèmes entrepreneuriaux, des entreprises, des modèles d'affaires qui vont pouvoir se régulariser au fur et à mesure qu'on rencontre des obstacles qui sont bien souvent à l'extérieur de notre contrôle. Donc, je touche un peu à ça dans la conversation d'aujourd'hui, dans la discussion d'aujourd'hui. Et je suis curieuse de savoir si vous auriez identifié les mêmes types d'aptitudes, si vous avez des opinions là-dessus, sur ce qui vous a été le plus utile probablement dans les dernières années à développer. Puis c'est sûr que là, on a une conversation un peu plus macro, un peu plus high level au niveau de c'est sûr qu'il y a des aptitudes comme du copywriting ou des choses comme ça qui sont utiles quand on est entrepreneur, mais là vraiment
je veux vraiment parler au niveau du savoir-être notamment. Alors voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Et puis, si jamais vous voulez être informé du nouveau programme que je suis en train de créer, c'est sûr que ça serait important de vous abonner à l'infolettre, mtamarque.com/infolettre, parce que c'est là que je vais annoncer en primeur, dans le fond, le lancement de ce programme-là. Je vais vous donner des détails, puis même, bon, souvent quand que je fais des préventes, ben il y a des prix préférentiels, il y a des choses comme ça qui valent la peine là, d'être saisis quand ils sont comme ça dans leur première itération. Donc, mtamarque.com/infolettre si vous n'êtes pas déjà abonné. Et si vous l'êtes, eh bien, j'ai super hâte de vous communiquer tout ce qui se trame dans le back-end. All right. Hey, hey, hey! Bon vendredi! Bienvenue dans ce 3e de 3 appels live, coaching live, masterclass live. C'est le dernier live dans cette série-là, puis je trouvais ça intéressant aujourd'hui de parler de ces fameuses aptitudes clés qui, selon moi, selon mon expérience de coach business aussi, sont importantes à développer, qu'on travaille avec ou sans coach. Donc, hier, on a parlé du fameux besoin de cohérence pour aller chercher ce changement-là. On a parlé du rôle du rationnel et du supra-rationnel dans le travail qu'on fait en coaching. Et on a parlé de comment travailler avec les différentes modalités de coaching pour résoudre les conflits internes. Aujourd'hui, on va discuter d'empowerment entrepreneurial, les fameuses aptitudes clés. Et le but, c'est de rester dans la game le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-ci, je vous poserai la question, si vous voulez, peut-être réfléchir de votre côté aussi. Selon vous, c'est quoi les aptitudes, vous diriez quoi? C'est quoi ces fameuses aptitudes qu'on devrait développer comme entrepreneur? Puis, je serais vraiment curieuse de voir vos réponses à ce stade-ci, avant même que je vous donne les miennes et ma réflexion autour de ça. Mais c'est sûr que je regardais ça, puis juillet marque ma 7e année à avoir fondé mtamarque, ma 7e année en entrepreneuriat web, en entrepreneuriat en ligne, et ça fait 4 ans que je suis à temps plein sur mon entreprise, parce que si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que je l'ai commencé quand je travaillais encore à temps plein dans les communications et le marketing pour une université, et c'est au fur et à mesure que j'ai bâti cette notoriété, que j'ai testé ces idées-là, qu'éventuellement j'ai fait comme, OK, là on est au point où je suis prête à aller all in, entre guillemets, même si on pourrait débattre qu'est-ce que ça veut dire all in, dépendamment de ce que... bref, ça c'est une autre conversation. Mais mettons que ça fait quand même assez longtemps que j'expérimente la game entrepreneuriale sous différents angles. Et une des choses que je pense qui est vraiment, vraiment importante à comprendre, c'est que l'entrepreneuriat est un jeu infini. Si vous connaissez ce terme-là, jeu infini, ou si vous le connaissez pas plutôt, c'est un terme qui a été introduit avant Simon Sinek, mais je pense que Simon Sinek, le fameux auteur de Start With Why, a popularisé avec un autre de ses livres qui s'appelle The Infinite Game. Et grosso modo, la métaphore du jeu infini, c'est de dire, il y a certains jeux qui ont un début et une fin. Si on pense aux échecs, par exemple, on sait que, on place nos pièces, il y a certaines règles qu'on suit et éventuellement, il y a une fin avec un gagnant et un perdant. Mais il y a certains jeux où il y a comme un concept de jeu qui n'ont jamais de fin, qui vont jamais ultimement... il n'y a pas un grand trésor à découvrir ou des choses comme ça. Le but de ces jeux-là, c'est de rester dans la game le plus longtemps possible. Et si on pense à l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose, C'est pas le but de l'entrepreneuriat, c'est pas qui va faire son premier million le plus rapidement ou qui va générer le plus de capital ou avoir la plus grosse équipe ou des choses comme ça. Le but du jeu entrepreneurial, c'est qui va rester dans la game le plus longtemps possible, dans la game où leur entreprise leur permet de survivre, de vivre de leurs revenus, de vivre de leur production, etc.
Et de cette façon-là, dans cette logique-là, dans cette optique-là, il n'y a pas de règles. Hein? Les règles sont constamment en changement parce que dans une game infinie, il n'y a pas une grande entité qui va dire « voici, voilà, voici comment tu gagnes, voici comment tu perds ». Donc ça, c'est une notion quand même assez intéressante à conscientiser quand on pense à l'entrepreneuriat. Hein, c'est pas d'un point A à un point B, mais vraiment comment est-ce que je peux rester dans la game le plus longtemps possible, comment est-ce que je peux rendre cette entreprise la plus durable possible. L'autre chose aussi, c'est que l'entrepreneuriat, comme on en a parlé, hein, c'est un univers en mouvement constant. Hein, et plus on avance, plus on découvre les défis, mais aussi par la nature même de l'entrepreneuriat dans un espace-temps indéterminé, on va confronter des obstacles dont on n'aurait jamais pu imaginer. Hein? Je pense que on utilise, ça va devenir un exemple très surutilisé, mais la pandémie, c'est le meilleur exemple de ces fameux événements que peu de gens prédisaient, et même ceux qui le prédisaient ne s'étaient pas préparés à cette prédiction-là. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des ralentissements économiques, il y a même d'un point de vue personnel, il y a des choses qui vont arriver dans notre vie qui vont changer le cours de nos situations. Et donc, parce que en tant qu'entrepreneur, on évolue dans cet univers en mouvement, on va traverser ces hauts, ces bas, on va être obligé de s'ajuster, de pivoter et tout ça dans cette optique de rester dans la game le plus longtemps possible. Naturellement, personne ne nous oblige de rester dans la game. On peut toujours se chercher un emploi. On peut faire de l'entrepreneuriat à temps partiel. Est-ce que ça rentre dans la game? Il n'y a pas de règles. Donc, à ce moment-là, c'est de savoir comment est-ce que nous, on définit ce que ça veut dire rester en entreprise, rester un entrepreneur et continuer à jouer cette game. Donc, l'entrepreneur a intérêt à cultiver son antifragilité. Puis là, je viens vous introduire à un nouveau concept que vous avez peut-être pas encore entendu, mais c'est un concept qui a vraiment, vraiment changé ma vue, pas juste de l'entrepreneuriat, mais du monde en général. Vous savez, quand vous lisez de ces livres, vous rencontrez des idées comme ça qui transforment complètement votre perspective. L'antifragilité, c'en était un. Je l'ai lu, en fait, j'ai lu le livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb, qui est un essayiste, c'est un chercheur, c'est un ancien trader, donc c'est un mathématicien aussi, là, il travaille beaucoup avec les chiffres, et c'est un livre qui a été publié en 2012, et ça fait partie de sa série de livres sur l'incertitude. Et le concept central de Antifragile, c'est l'idée que certaines choses, contrairement à ce qu'on pourrait supposer intuitivement, tirent parti d'être mis sous stress, tirent parti du chaos, tirent parti de cette incertitude-là, et plutôt que d'être juste résistante ou robuste ou forte ou capable de résister à la tension sans être endommagée, ces choses-là sont antifragiles parce qu'elles s'améliorent et se renforcent en réponse à des facteurs de stress ou des perturbations. Si vous connaissez le concept aussi vous connaissez probablement le concept de stress post-traumatique, mais il y a un autre concept en psychologie qui s'appelle la croissance post-traumatique, et il y a de plus en plus de chercheurs qui essayent de comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau humain, pourquoi certaines personnes qui vont vivre des traumas de guerre, des traumas dans leur enfance ou des choses comme ça, qui pourraient, à première vue, être extrêmement destructeurs pour leur santé mentale, là, soudainement deviennent des espèces de, des surhumains à quelque part, où ils sont capables de transformer ça d'une façon tellement productive que ça fait d'eux des personnes qui sont capables d'en faire beaucoup plus que d'autres, qui sont capables de, accomplir beaucoup plus de choses
souvent dû à ce stress qu'ils ont vécu. Donc, croissance post-traumatique, un autre concept vraiment intéressant à réfléchir en lien avec cette antifragilité-là. Donc, ce que Taleb dit dans son livre, c'est que il y a beaucoup d'aspects de notre société moderne qui sont conçus pour être robustes, hein, qui sont conçus pour ne pas casser sous certaines pressions, mais quand on y pense un petit peu, quand on regarde un petit peu sous la surface, elles sont fragiles parce que même si elles sont fortes et robustes, leur incapacité à s'adapter ou à se renforcer en réponse à de l'incertitude ou au désordre fait que il arrive quelque chose qui était inattendu, pour lesquels elles ne peuvent pas se protéger et elles vont s'effondrer. Et ce que Taleb dit, c'est qu'on devrait chercher à rendre plus de choses antifragiles. Pas juste plus fortes, pas juste plus résistantes, mais vraiment plus antifragiles. Puis il va donner plein de conseils dans divers domaines, etc., etc. Maintenant, en relation avec notre discussion précédente, hein, celle qu'on a eue dans le dernier live, l'antifragilité, ça peut être considéré comme une forme ultime de cohérence et d'adaptabilité. Parce qu'un système antifragile, il est cohérent dans le sens où il maintient son intégrité, hein? Intégrité dans le sens qu'il va rester, en anglais on dit wholesome, hein? Il va rester un tout à travers la perturbation. Il est donc adaptable dans le sens où il est capable de s'améliorer et se renforcer en réponse à cette perturbation. Dans le même sens, le coaching d'affaires peut aider les gens, les individus, les entrepreneurs, à devenir plus antifragiles en les aidant à développer des stratégies pour s'adapter et se renforcer face à l'incertitude et au changement. Et ça, c'est toute la base sur laquelle j'ai créé ces 3 vidéos, là, dans le fond, ces 3 dernières transmissions où on parle de, c'est quoi cette philosophie du changement et comment est-ce que, en tant que coach, on peut aider nos clients à vraiment développer les bonnes aptitudes pour pas simplement être robuste, pour pas simplement survivre jusqu'à la prochaine problématique, mais vraiment devenir plus antifragile devant le changement qui est fondamental à l'expérience entrepreneuriale. Donc, le but du coaching d'affaires, c'est cette antifragilité et selon moi, il y a des aptitudes qui rentrent dans le développement de cette antifragilité-là et qui rentrent selon 3 catégories que j'ai identifiées comme étant les aptitudes créatives, les aptitudes de créativité, les aptitudes d'adaptabilité et les aptitudes de souveraineté. On va parler un peu des 3, puis après ça, peut-être voir, qu'est-ce qui fait, on a parlé un peu de comment le coaching peut déjà nous aider à travers ça, mais comment est-ce qu'on fait pour développer ces genres d'aptitudes-là. Donc, la créativité, les aptitudes de créativité, le but ici, c'est de produire des idées et de naviguer à travers les différentes perspectives, idéalement sans attachement, être capable d'accéder à ce potentiel créatif, puisque je vous parlais un petit peu avec l'anti-coaching en début d'appel, mais vraiment, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce potentiel créatif et prendre des bonnes décisions par rapport à celui-ci. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça implique? L'agilité mentale, hein? Prendre des décisions face à l'incertitude. Qu'est-ce que ça implique aussi? La pensée critique, de dire, OK, on m'a dit que voici la meilleure façon de résoudre le problème A à B. OK, je peux croire que certaines personnes l'ont élaboré comme ça, mais qu'est-ce que ça dit sur, tu sais, quand on commence à y réfléchir, puis quand on commence à le voir dans un contexte plus holistique, tu sais, est-ce que cette solution, par exemple, perpétue un mode d'extraction qui ultimement n'est pas durable à long terme pour la planète, pour nous comme individus ou des choses comme ça. Donc, même si cette solution a fonctionné, est-ce que je suis capable d'avoir une certaine pensée critique et de voir, il y a d'autres solutions. Et mon esprit créatif va être capable ensuite de prendre la problématique et de faire de la résolution de problèmes. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, puis on en avait parlé dans
dans la discussion sur le problème avec le coaching business aujourd'hui, c'est que quand on offre à nos clients ou à nos coachés ou quand on se fait offrir des méthodes et des modes d'emploi, c'est sûr que ça nous enlève un certain poids dans l'immédiat, mais ça ne nous aide pas à développer nos capacités de résolution de problèmes qui, éventuellement, sont des aptitudes d'antifragilité. Parce que, puis ça a toujours été dans mon esprit, tu sais, je peux faire ton positionnement pour toi. Je peux te dire quoi écrire dans ta newsletter, je peux te montrer des modèles de ce qui a fonctionné dans le passé, mais le moment où l'industrie change, le moment où il y a une nouvelle loi qui est mise en place, le moment où ton audience devient plus sophistiquée, tout ce que je t'ai montré de faire ne sert absolument à rien, est devenu obsolète. Et quand quelque chose devient obsolète et qu'on ne sait pas comment le reconstruire ou le créer ou créer une itération, ben on devient un peu impuissant face à ça, hein, parce qu'on devient nous aussi obsolète, notre business devient obsolète, nos offres deviennent obsolètes, nos méthodes deviennent obsolètes. Et là, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Personne nous a montré comment construire from scratch des bonnes stratégies, des bonnes offres, etc. Donc, de ce côté-là, le côté résolution de problèmes devient vraiment, vraiment important parce que un entrepreneur qui ne sait pas résoudre ses propres problèmes, jusqu'à un certain niveau, hein, on a tous des expertises, puis on sait comment aller chercher les expertises des autres. Mais c'est pour ça que la résolution de problèmes et la pensée critique vont ensemble. C'est parce que si, par exemple, moi, j'ai une limite à ma résolution de problème, je sais que j'ai besoin d'un expert pour m'expliquer telle chose, ben là, il va falloir que j'utilise ma pensée critique pour savoir est-ce que cet expert est en train de me montrer quelque chose qui va m'être utile sur le long terme. Et ça a toujours été ma vision du coaching en positionnement de marque, du coaching en marketing, de dire comme je vais t'outiller pour prendre les bonnes décisions. Mais pour ça, il faut que tu comprennes comment prendre les bonnes décisions. Oui, il faut que tu comprennes, il faut que tu aies certains savoirs. Il faut que tu aies certains savoir-faire. Il faut que tu aies certains savoir-être. Mais là-dessus, tu appliques la pensée critique pour faire de la résolution de problèmes qui va être efficace. Et aussi dans la catégorie créativité, ben, je rentre aussi l'ouverture aux nouvelles expériences. Hein? Puis ça, c'est un type d'agilité qui est une agilité cognitive, une agilité au niveau de pouvoir faire entrer des nouvelles perspectives en soi et sans être ébranlé dans notre identité, sans être ébranlé dans notre validité ou notre crédibilité. Puis cette créativité-là ou cette aptitude d'ouverture aux nouvelles expériences, elle peut venir de nous aussi, hein. Puis tantôt, je vous parlais de la facilitation graphique avec Claire. Le fait d'utiliser, par exemple, le dessin, hein. Peut-être qu'on n'est pas quelqu'un de créatif ou des choses comme ça, ou c'est pas créatif le mot que je voulais dire, artistique, dans le sens, je sais pas dessiner, etc., etc. Mais le fait de se donner l'opportunité d'essayer cette expérience-là qui est une modalité de la pensée, hein, parce que à travers le crayon, à travers le geste, on est capable d'aller explorer des nouvelles perspectives qui nous permettent ensuite de revoir ou de voir sous un autre œil, de rationaliser sur une autre perspective ce qui est déjà présent. Ça, c'était les aptitudes basées davantage sur la créativité. Maintenant, deuxième catégorie, c'est l'adaptabilité. De ce côté-là, on a le fait de s'ajuster rapidement et efficacement à de nouvelles situations et imprévues. Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie-là? Tout ce qui est apprentissage continu, hein? Apprendre à apprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, mais pour moi, c'est un terme qui a fait partie de mon enfance parce que j'allais à un programme d'éducation internationale, puis apprendre à apprendre, c'était une des heures d'interaction. Et cet apprentissage continu qui est tellement important dans l'entrepreneuriat parce que encore une fois, pour être capable d'adopter de la pensée critique, pour être capable de s'ouvrir à des nouvelles expériences, il faut qu'on soit capable de se mettre dans le mode débutant, dans le mode d'apprentissage et de prendre de nouvelles
de nouveaux savoir-faire, ou savoir-être, ou savoir, et de les transformer en quelque chose qui va nous être utile. Parce qu'encore une fois, dans un monde en changement, on va être constamment amené à apprendre des nouvelles choses. Puis le meilleur exemple en ce moment, c'est tout ce qui implique ChatGPT, même les automatisations, même le fait genre de dire comme bon, ben les sites web ou les funnels marketing ou les choses comme ça a changé. Est-ce qu'on est en apprentissage continu pour s'assurer que le moment où on va devoir prendre des décisions, on a une base sur laquelle se déposer pour ensuite, aller explorer différentes opportunités. Deuxième chose, diversification des compétences. Puis ça nous rend antifragiles en titi. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est si on reste... Puis quand on dit diversification des compétences, on peut aussi l'étendre à diversification des offres. Parce que quand une entreprise est basée sur une seule aptitude, une seule façon de faire, un seul réseau social, ben là, à ce moment-là, on risque beaucoup si jamais, par exemple, moi, je suis une pro de Pinterest, et puis à ce moment-là, si jamais il arrive quelque chose avec Pinterest fait faillite, ou des choses comme ça, qu'est-ce que je fais avec ces aptitudes-là? Donc, diversification des compétences et des offres pour s'assurer qu'on comprend dans quelle méthodologie, dans quelle approche on travaille, mais aussi qu'on soit capable de sortir de ces sentiers-là pour ajouter de l'antifragilité à nos systèmes. Puis finalement, troisième point que je dirais, c'est la résilience émotionnelle. Puis ça, je rentre ça dans l'adaptabilité aussi, parce que la résilience émotionnelle, vous pouvez le voir comme de la régularisation du système nerveux, comment vous voulez l'appeler, mais ici, c'est vraiment gérer le stress et les émotions négatives, rebondir face aux imprévus. Puis c'est ici, genre, que toute la dimension d'auto-coaching fait vraiment du sens, parce que dans cette résilience émotionnelle, c'est là qu'on peut ensuite passer à la prochaine grande catégorie qui est la souveraineté. Parce que c'est dans la résilience émotionnelle qu'on va être capable après ça de prendre des risques, d'avoir de l'audace, de montrer sa personnalité, d'utiliser des nouveaux outils, de se remettre dans la posture de l'apprenant, du débutant, et qui va nous permettre ensuite d'évoluer. Donc, ici, souveraineté, ce que j'ai mis, c'est la prise de risques calculés sous la forme de l'audace. On a aussi l'autonomie, extrêmement important, soit tout le développement de la confiance en soi, l'automotivation, savoir que on peut se faire confiance aussi. Sens de l'autodirection, donc leadership, capacité à fixer des limites et objectifs, savoir c'est quoi nos boundaries, là où on veut aller se développer. Donc, créativité, adaptabilité, souveraineté, les 3 grandes catégories d'aptitudes à développer selon moi, avec ou sans coach. Et comment on fait pour les développer? On en a parlé dans la dernière vidéo. On a parlé de plusieurs modalités, notamment un travail au niveau de la cohérence. Puis le travail au niveau de la cohérence, il se fait naturellement au niveau genre de notre auto-coaching, de notre régularisation des émotions, mais aussi au niveau de nos offres, au niveau du lien qu'on entretient avec notre entreprise, au niveau de la place qu'on pense prendre dans notre marché, etc. Fait que tout ça, tout le travail du positionnement, justement, c'est un travail de cohérence. Pour moi aussi, que ce soit du coaching ou de l'auto-coaching, il y a quelque chose qui doit être facilitatif, pas axé sur la résolution, mais bien sur la croissance. Parce que quand on résout un problème aujourd'hui, encore une fois, il faut s'assurer qu'on ne s'empêche pas de résoudre un problème demain. En puissançant, encore une fois, pour aller vers la souveraineté, il faut être capable de se donner les moyens. Il faut être capable de savoir qu'on n'est pas en train de s'enlever de l'autonomie, mais qu'on est en train de s'en donner encore plus, beaucoup plus d'agilité. Idéalement non hiérarchique, puis ça je le dis même quand on se coach soi-même, des fois on a des voix internes qui disent ça c'est une voix très autoritaire qui me dit que j'ai le droit de faire ça et je n'ai pas le droit de faire ça, mais toujours questionner. Quand on est dans une dynamique de hiérarchie, qui profite de ce modèle hiérarchique et pourquoi?
Puis finalement, ben moi je pense que l'intersectionnalité reste quand même genre une modalité importante dans la façon de coacher, à cause que chaque personne a des expériences différentes au niveau, bon, de son enfance, de la façon dont la société est créée pour elle ou pas pour elle, et aussi les traumas qu'elles auraient pu avoir vécu dans leur passé. Pas nécessairement leur enfance, des traumas petits T, des traumas grands T, être bien consciente de l'historique et des dynamiques de pouvoir que la personne, dans laquelle la personne évolue. Puis ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour soi-même quand on commence à se coacher à travers différentes actions, parce que c'est pas juste une question de se dire go, 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 pousse à travers, mais vraiment comment est-ce que je fais pour enlever la résistance. Puis c'est ça qu'on a parlé beaucoup dans la dernière vidéo. Donc, c'est sûr que apprendre des modalités d'auto-coaching pour être capable de progresser à travers tout ça, ben c'est quelque chose qui est idéal. Et comment est-ce qu'on va savoir que ça fonctionne? Ben c'est facile, Il y a une chose qui va nous dire si ça fonctionne ou non, et c'est que la business va survivre et s'épanouir, parce qu'on va rester dans la game entrepreneuriale le plus longtemps possible. Alright, fait que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ma question pour vous, alors qu'on termine cette série, c'est comment est-ce que vous développez ces aptitudes au sein de votre entreprise? Est-ce que vous voyez les aptitudes selon ces axes-là? Qu'est-ce que vous en pensez de la souveraineté, l'adaptabilité, la créativité comme modèle, genre de réflexion autour de ça? Et puis, ben, j'espère vous revoir pour d'autres lives sur Instagram. À bientôt!